J'ai toujours pensé que la chose la plus froide lors d'un Noël en Alsace était la neige, jusqu'à ce que je me retrouve dans la maison de ma mère et que je la regarde brûler ma fille de 6 ans avec de la soupe bouillante le soir du réveillon. Les cris de mon bébé ont résonné dans toute la pièce pendant que ma sœur restait là, utilisant un mensonge tordu pour détruire ma vie et masquer sa propre culpabilité. Elle pensait que parce que nous étions de la même famille, j'allais ravaler mes larmes et me taire, comme je l'avais toujours fait. Mais alors que je serrais mon enfant en larmes dans mes bras, une noirceur glaciale et calculée a envahi mon âme, et j'ai commencé à échafauder un plan de vengeance si froid qu'il allait méthodiquement détruire toute leur existence. Avant de partager ma douleur la plus profonde et la plus grande vérité de ma vie, j'aimerais savoir jusqu'où ma voix résonne. Depuis quelle ville ou quel pays me regardez-vous? Et quelle heure est-il chez vous en ce moment? Dites-le-moi dans les commentaires. Lire vos réponses me donne le sentiment de ne pas être seul dans cette obscurité, et de savoir que vous êtes là, à mes côtés. Je m'appelle Hélène. Pendant 32 ans, j'ai vécu avec l'illusion naïve que les liens du sang constituaient la valeur suprême, un lien qui vous obligeait à vider vos propres veines simplement pour garder au chaud ceux qui vous avaient donné la vie. J'ai grandi dans un foyer où l'amour ne se donnait pas, mais s'utilisait comme un moyen de chantage. J'étais la fille aînée, celle sur qui l'on pouvait compter, celle que l'on avait habituée à une soumission silencieuse, tandis que ma sœur Inès était traitée comme une pièce de porcelaine fragile. J'ai toujours pensé que si je travaillais un peu plus dur, si je sacrifiais un peu plus mon propre bonheur et si je souriais malgré l'indifférence, un jour ma mère, Béatrice, me regarderait avec la même fierté qu'elle réservait à sa cadette. Il aura fallu que je passe à 2 doigts de perdre mon propre enfant pour comprendre que certaines personnes ne veulent pas de votre amour, mais cherchent simplement à voir jusqu'à quel point elles peuvent vous saigner à blanc avant que vous ne finissiez par vous effondrer. Aujourd'hui, ma vie est totalement différente, mais c'est uniquement grâce à 2 personnes, mon mari Julien et notre douce et courageuse fille de 6 ans, Léa. Julien est le genre d'homme qui ne se contente pas de vous dire qu'il vous aime, il bâtit une véritable forteresse autour de votre tranquillité. Quand je l'ai rencontré, j'étais une boule de nerfs épuisée, marchant au café et portant sur mes épaules le fardeau d'une famille qui ne me respectait même pas. Julien m'a appris ce que signifiait réellement se sentir en sécurité. C'est lui qui me tenait la main quand je pleurais devant des messages restés sans réponse, celui qui me rappelait que je ne devais pas sacrifier ma santé mentale à des gens sous prétexte que nous partagions le même nom de famille. Et puis il y a Léa. Elle a de grands yeux marrons pleins de confiance et un rire capable de chasser les nuages les plus sombres d'une pièce. Elle était tout mon univers, cette petite fille innocente que j'avais juré de protéger de la froideur que j'avais moi-même subie durant mon enfance. Nous nous étions construit une vie paisible et magnifique dans une maison modeste située à la périphérie de Strasbourg, loin du brouillard toxique des exigences de ma mère. Pendant longtemps, j'ai cru m'être définitivement libérée. J'avais un travail stable, un mari qui m'adorait et un enfant qui comblait nos journées d'une joie immense. Je pensais que la distance que j'avais instaurée entre ma maison d'enfance et mon foyer actuel suffisait à nous protéger. Mais la triste vérité concernant les familles toxiques, c'est qu'elles détestent voir leur bouc émissaire préféré leur échapper. Elles vous observent de loin, guettant le moment propice pour vous replonger dans leur chaos, totalement aveugle au fait que vous n'êtes plus la petite fille sans défense d'autrefois. Avant de rouvrir cette profonde blessure et de partager mon histoire avec vous, j'aimerais vous demander une chose. De quelle partie du monde m'écoutez-vous? Et quelle heure affiche votre horloge en ce moment même? S'il vous plaît, laissez un commentaire ci-dessous. Cela m'apporte un étrange
Réconfort de savoir qui m'accompagne dans ma douleur depuis les quatre coins du globe. Avant que Julien et Léa n'entrent dans ma vie, je n'étais pas une personne à part entière, mais une simple ressource financière. Bien avant mon mariage, dès l'instant où j'ai terminé mes études secondaires, ma mère, Béatrice, m'a fait comprendre très clairement que mon rôle dans la vie consistait à subvenir à ses besoins et à ceux d'Inès. J'ai passé près de 7 ans à enchaîner des journées de travail d'une violence extrême. Je terminais ma journée dans mon bureau d'une entreprise strasbourgeoise pour courir immédiatement à l'autre bout de la ville afin d'effectuer des heures de nuit. Dans un centre de traitement de données, dormant à peine 4 heures par nuit. Mes salaires durement gagnés disparaissaient instantanément dans le gouffre sans fond des exigences familiales. Je remboursais les crédits à la consommation accumulés par Béatrice pour des sacs de créateurs, des dîners dans des restaurants étoilés et des soins dans des salons d'esthétique luxueux qu'elle n'avait pas les moyens de s'offrir, tout en payant simultanément les frais de scolarité de l'école privée d'Inès, ses cours particuliers de danse contemporaine et ses séances de shopping compulsif. Béatrice et Inès fonctionnaient comme un duo parfaitement coordonné de parasites. Pour Béatrice, Inès était l'enfant prodige, une extension brillante d'elle-même qui méritait de tout recevoir sans jamais lever le petit doigt. Pour elle, je n'étais que le moteur qui finançait l'illusion de leur train de vie mondain. Si jamais je contestais une facture ou si j'hésitais à leur donner mon argent, Béatrice savait manier la culpabilisation avec une maestria redoutable. Elle me regardait avec des yeux froids d'un profond dégoût et m'accusait d'être une fille ingrate qui cherchait à détruire l'avenir de ma petite sœur. Alors, je baissais la tête, je ravalais mon amertume et je continuais à accumuler les heures de travail. Jusqu'à ce que mes mains me fassent souffrir de fatigue. La seule raison pour laquelle je n'ai pas perdu la tête durant ces années étouffantes était mon père, Jean-Pierre. C'était une âme douce et silencieuse, complètement brisée par des années d'une polyarthrite rhumatoïde sévère et invalidante. À cause de ça maladie, il ne pouvait pas travailler, ce qui l'avait privé de toute autorité et de toute voix au sein de cette maison. Béatrice le traitait comme un fardeau administratif, ignorant ses besoins médicaux tout en faisant passer l'agenda mondain d'Inès en priorité. Mais mon père me voyait. Il était le seul à poser sur moi un regard empreint d'une sincère gratitude. Les rares soirs où je rentrais plus tôt de mon deuxième travail, il s'asseyait avec moi à la table de la cuisine et me chuchotait « Je suis tellement désolée, Hélène. Tu portes un poids qui n'aurait jamais dû reposer sur tes épaules. Un jour, tu construiras ta propre vie, et je veux que tu t'enfuis aussi loin que possible d'ici. » Il était mon point d'ancrage, la seule personne qui me donnait l'impression d'être un être humain et non un simple carnet de chèques. Finalement, j'ai rencontré Julien, et j'ai enfin choisi mon propre bonheur. Je me suis mariée, j'ai déménagé et j'ai cessé de les laisser piller mon compte en banque. La réaction hostile fut immense, mais Julien m'a protégée contre vent et marée. Et peu de temps après, notre magnifique fille, Léa, est née. Pourtant, mon cœur saignait toujours pour mon père, dont la santé s'était brutalement dégradée. Béatrice et Inès s'étaient totalement désintéressées de son état. C'est moi qui passais mes week-ends à m'occuper de lui, jonglant entre les besoins de ma nouvelle famille et les siens. Lorsque Jean-Pierre a fini par fermer définitivement les yeux, une partie de mon cœur s'est éteinte avec lui. Ces obsèques furent une démonstration révoltante d'hypocrisie. Béatrice et Inès pleuraient bruyamment sous le regard de l'entourage, offrant un grand spectacle de douleur pour les voisins, tandis que je me tenais en retrait, vidé de toute substance par la perte de mon unique protecteur. Mais la véritable trahison s'est produite dès la semaine suivante. Dès que les fleurs de la cérémonie ont
Commencé à faner, les appels téléphoniques ont cessé. Béatrice n'a même pas cherché à savoir comment je surmontais mon deuil. Inès m'a bloqué sur les réseaux sociaux. La vérité m'est apparue avec une clarté brutale, maintenant que mon père n'était plus là et que mon portefeuille leur était définitivement inaccessible parce que je me consacrais à mon mari et à ma fille, je n'existais plus à leurs yeux. Elle m'avait jeté comme un déchet. Pendant 3 longues années, ce fut le silence de mort absolue. Pas un seul souhait d'anniversaire. Pour Léa, aucune carte de vœux pour les fêtes, rien. J'étais morte pour elle. Et, pour être tout à fait honnête, je pensais que c'était la meilleure situation. Pour préserver ma sécurité. Ces 3 années de silence total avaient agi comme un bouclier protecteur autour de mon mariage et de ma tranquillité d'esprit. Mais voilà que, de nulle part, durant la 2e semaine de décembre, une élégante enveloppe a été déposée dans notre boîte aux lettres. C'était une invitation officielle pour la réception annuelle du réveillon de Noël chez Béatrice. À l'intérieur se trouvait un mot écrit de la main de ma mère. Hélène. La vie est trop courte pour laisser de vieux malentendus nous séparer. Ton père ne voudrait pas que nous vivions comme des étrangères. Viens avec Julien et ma magnifique petite fille. Soyons à nouveau une famille. Je suis restée à fixer ce papier pendant des heures. Julien s'est tout de suite montré sceptique, son instinct de protection se mettant immédiatement en alerte. Hélène, elle ne t'a pas appelé une seule fois en 36 mois. Les gens ne changent pas du jour au lendemain, m'a-t-il doucement mise en garde. Mais mon cœur, abritant toujours ce désir d'enfant un peu pathétique d'être aimé par sa mère, a pris le dessus sur sa logique. Je me suis persuadée que l'absence de mon père avait peut-être fini par la rattraper. Peut-être souhaitait-elle enfin jouer son rôle de grand-mère auprès de Léa. La boule au ventre et le cœur battant, j'ai passé des jours à choisir la petite robe de fête idéale pour Léa. Le soir du réveillon, alors qu'une épaisse neige hivernale commençait à blanchir les rues de Strasbourg, nous avons chargé la voiture et pris la route vers la maison de mon enfance. À la seconde où Béatrice a ouvert la porte d'entrée, l'illusion s'est envolée. Il n'y eut pas d'étreinte chaleureuse, ni de larmes de réconciliation. Elle m'a gratifié d'une bise froide et purement formelle, a jeté à peine un regard à Julien et a totalement ignoré Léa, qui lui tendait pourtant joyeusement une boîte cadeau joliment emballée que nous avions préparée pour elle. À la place, le regard de Béatrice a immédiatement inspecté ma tenue, évaluant ma valeur sociale en une fraction de seconde. Vous êtes en avance ? A-t-elle marmonné en consulting sa montre. Les membres de l'association de quartier vont bientôt arriver. Allez poser vos manteaux dans le petit salon. Inès était assise sur le canapé moelleux du salon, impeccable et visiblement très ennuyée. Quand elle m'a aperçue, elle ne s'est même pas levée. Elle a simplement levé les yeux de son iPhone, m'a adressé un petit signe de la main. Distant et superficiel, avant de se remettre aussitôt à pianoter sur son écran. La maison était somptueusement décorée, et des effluves de pain et de plats raffinés flottaient dans l'air. Il ne nous a pas fait plus de 20 minutes pour comprendre avec douleur la véritable raison de notre invitation. Les riches amis de Béatrice commençaient à se poser des questions sur les raisons pour lesquelles sa fille aînée n'était jamais présente. Nous n'avions pas été invités pour sceller une réconciliation, mais pour servir de figurants vivants destinés à préserver le statut social de Béatrice. Dans un angle du salon, bien en évidence sur une lourde console, se trouvait un espace dédié à la mémoire de mon père, Jean-Pierre. Un grand cadre en verre et en argent finement gravé abritait son portrait préféré. À côté, une bougie vacillait près d'un petit vase de fleurs. Voir son visage m'a noué la gorge. Je me suis approchée en serrant Léa contre moi, lui murmurant à quel point son grand-père l'avait aimée. Léa a
sourit et a tendu la main pour effleurer délicatement le rebord de la table en bois. Il a l'air très gentil, maman, a-t-elle chuchoté. Soudain, Inès s'est levée brusquement du canapé, les yeux rivés sur son écran alors qu'elle se disputait agressivement avec quelqu'un par message. Elle s'est mise à arpenter la pièce, le bruit de ses talons au résonnant bruyamment sur le parquet. Elle était totalement inconsciente de ce qui l'entourait, tapant frénétiquement avec ses 2 pouces, le visage crispé par la colère. En passant devant la console, son lourd manteau d'hiver et son coude agité ont violemment heurté le coin du mémorial. Le lourd cadre en verre et en argent n'a pas seulement glissé, il a littéralement volé hors de la table. Il s'est écrasé sur le sol dur, et le verre épais s'est brisé en des centaines d'éclats tranchants et scintillants, juste au pied de Léa. Léa a eu le souffle coupé, paralysée par la terreur face au fracas soudain. Inès s'est arrêtée net, contemplant les dégâts. La colère sur son visage a instantanément fait place à de la panique lorsqu'elle a pris conscience de son geste. But au lieu de s'excuser, au lieu de s'assurer que ma fille n'avait pas été blessée par les projections de verre, le mécanisme de survie toxique d'Inès s'est enclenché. Elle a regardé en direction de la cuisine, a vu notre mère franchir le pas de la porte et a immédiatement pointé un doigt manucuré directement sur ma petite fille de 6 ans. Maman, regarde. Ce qu'elle a fait, s'est écriée Inès d'une voix perçante, ruisselante d'une malveillance calculée. Cette gamine vient de faire une crise et a détruit le dernier souvenir précieux qu'il nous restait de papa. Elle l'a brisé exprès. Béatrice est sortie de la cuisine en tenant une lourde marmite en acier inoxydable à large bord. Elle venait de préparer une grande soupe. Poireaux pommes de terre pour les invités qui allaient arriver, et le liquide fumait encore abondamment, bouillant à gros bouillon. Lorsque le cri d'Inès a atteint ses oreilles, le visage de Béatrice s'est déformé sous l'effet d'une rage pure et viscérale. Elle n'a pas posé de questions. Elle n'a pas cherché à comprendre la configuration de la pièce. Tout le ressentiment latent qu'elle nourrissait à mon égard depuis que je m'étais libérée de son emprise a explosé à la surface, se focalisant entièrement sur ma fille innocente. Espèce de petit monstre irresponsable, a hurlé Béatrice, se précipitant vers l'avant avec une vitesse effrayante. Avant que Julien ou moi n'ayons le temps de réaliser ce qui se passait, Béatrice a atteint le bord du tapis du salon. Animée par une fureur aveugle et hystérique, elle a soulevé la lourde marmite en inox et a délibérément renversé le liquide brûlant directement sur la tête et le cou de Léa. La soupe épaisse et bouillante a recouvert les cheveux de mon bébé, son épaule droite et le côté de son visage si délicat. Une seconde d'un silence d'épouvante s'est installée dans la pièce. Et puis un cri s'est échappé de la bouche de Léa, un son qui me entra jusqu'à mon dernier souffle. Un hurlement aigu, déchirant, d'une torture physique absolue. Ce cri d'agonie a brisé à jamais quelque chose au plus profond de mon âme. En une fraction de seconde, la fille soumise et rongée par la culpabilité que j'étais autrefois a cessé d'exister, laissant la place à une mère protectrice mue par son instinct le plus sauvage. Je me suis jetée au sol, mes mains agissant uniquement sous l'effet de l'adrénaline pour serrer Léa dans mes bras. Sa peau virait déjà à un rouge vif, boursouflé là où le liquide épais et brûlant imprégnait sa robe de fête. J'ai levé les yeux et j'ai vu Béatrice debout, tenant la marmite vide, la poitrine haletante, avec une brève lueur de lucidité traversant son visage, non pas du remords, mais de la panique face aux conséquences de son acte. Inès s'était recroquevillée contre le mur, son téléphone toujours serré dans sa main, fixant la scène avec de grands yeux lâches. Quand Béatrice a fait un pas en avant en bredouillant des paroles incohérentes, je n'ai pas réfléchi. Je me suis
Redressée de tout mon poids, je me suis jetée en avant et je l'ai repoussée. Loin de mon enfant de toutes mes forces. Mes mains ont percuté sa poitrine, là. Projetant en arrière jusqu'à ce qu'elle s'écrase violemment contre le plan de travail de la cuisine, tandis que la marmite en métal roulait bruyamment sur le sol. Ne t'avise plus jamais de la toucher, ai-je hurlé, un son sauvage sortant de ma gorge que je ne me connaissais pas. Julien agissait déjà avec une efficacité redoutable et saisissante. Il n'a pas perdu de temps à leur crier dessus. Il a soulevé Léa de mes bras, l'a portée directement dans la salle de bain du rez-de-chaussée et a ouvert la douche, faisant couler une eau fraîche et douce sur son visage et son épaule pour stopper la brûlure. Léa sanglotait de manière hystérique, ses petites mains agrippées à la chemise de Julien. À travers ses pleurs, j'ai entendu la voix de Julien, incroyablement calme et dure. Comme de la pierre, alors qu'il sortait son téléphone pour composer le 18. J'ai besoin d'une équipe médicale d'urgence et de la police au 1422, rue des Cerisiers, a déclaré Julien, ses yeux ancrés dans les miens à travers l'embrasure de la porte. Une enfant de 6 ans présente de graves brûlures au visage et sur le haut du corps dû à un liquide bouillant. Il s'agit d'une agression délibérée. Envoyez la police immédiatement. Je me traîne dans le couloir, gardant la porte de la salle de bain comme un bouclier, mon corps tout entier tremblant sous l'effet d'un mélange de terreur pure et de rage glacée. Béatrice s'appuyait contre le plan de travail, lissant son chemisier coûteux, tout en essayant de reprendre contenance. Elle m'a regardé, sa voix adoptant soudain ce sifflement manipulateur si familier. Hélène, dis à ton mari de raccrocher immédiatement. C'était un terrible accident. La petite a renversé le cadre, a paniqué et a couru droit sur la marmite alors que je survenais. Tu es en train de détruire cette famille pour une simple maladresse. Inès hochait la tête frénétiquement depuis son coin, la voix tremblante mais chargée de venin. Oui, c'est de sa faute. Elle n'avait pas à courir autour de la console de papa. Je les ai regardées toutes les deux. Pendant décennies, leur manipulation mentale avait fonctionné. Pendant des décennies, elles avaient réécrit la réalité pour faire de moi la coupable de ma propre vie. Mais en écoutant les gémissements de ma fille sous l'eau courante, le tout dernier lien d'affection que je portais à ces monstres s'est brisé net, de manière définitive. Le chagrin a totalement disparu, remplacé par une détermination glaciale et calculée. Elle n'était pas ma famille. C'étaient des ennemis dangereuses qui venaient de s'en prendre à mon bébé. J'ai essuyé une larme. Égarée sur ma joue, j'ai planté mon regard dans les yeux froids de ma mère et j'ai parlé avec une assurance absolue. Profite bien de ton salon tant que tu le peux encore, Béatrice, car avant que la neige ne cesse de tomber ce soir, je vais m'assurer que la justice de ce pays t'enferme dans une cage. En moins de 7 minutes, la rue résidentielle calme et enneigée s'est illuminée du rythme aveuglant des gyrophares bleus. Les sirènes se sont tues juste devant la maison. Et 3 policiers de Strasbourg, suivis de près par 2 sapeurs-pompiers, ont franchi la porte d'entrée. Les secouristes ont immédiatement pris le relais dans la salle de bain, enveloppant délicatement Léa dans des draps stériles pour brûler afin de la stabiliser. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux en voyant son petit corps évacué sur un brancard dans la nuit glaciale alsacienne, Julien restant à ses côtés à l'arrière de l'ambulance. Je suis restée sur place. J'aimerais une guerre à mener ici même. Béatrice a immédiatement entamé la comédie de sa vie. Elle a haussé timidement les épaules, a laissé échapper un sanglot fragile et a regardé l'officier de police avec de grands yeux innocents. Monsieur l'agent, Dieu merci vous êtes là, a-t-elle murmuré, la voix tremblante à la perfection. C'était un terrible accident. Ma petite fille courait partout.
Elle a brisé le cadre de son défunt grand-père, sous le coup de la panique, elle a reculé brusquement pour finir directement contre la marmite de soupe chaude que j'apportais. J'ai essayé de la retenir, mais le liquide s'est renversé. Mon autre fille a toujours été instable psychologiquement, et elle vient de m'agresser. Inès se tenait juste derrière elle, hochant la tête vigoureusement tout en essuyant de fausses larmes sur ses joues. J'ai tout vu, monsieur l'officier. C'était juste un accident terrible. Et stupide. Le policier s'est tourné vers moi, son carnet de notes à la main. J'ai pris une profonde inspiration, ma voix posée, calme et totalement exempte de l'effondrement émotionnel qu'elles espéraient provoquer. Monsieur l'officier, je m'appelle Hélène. Ma mère et ma sœur vous mentent. Ce n'était pas un accident. C'est ma sœur Inès qui a renversé ce cadre elle-même avant d'en accuser ma fille, et ma mère a délibérément versé ce liquide bouillant sur mon enfant de 6 ans. Et nous n'avons pas besoin d'en débattre. J'ai pointé du doigt la caméra de surveillance domestique visible, installée bien en évidence dans l'angle du salon. Elle n'était pas cachée, c'était une caméra Netatmo à fait classique installée là depuis 2 ans pour surveiller la maison. Dans leur colère aveugle et leur hâte chaotique à inventer un mensonge, Béatrice et Inès avaient complètement oublié qu'elle fonctionnait. Monsieur l'officier? Ai-je ajouté calmement, cette caméra de sécurité est active et connectée au cloud. Toute la scène a été enregistrée en haute définition. Le chef de patrouille a hoché la tête et s'est approché de la console centrale, demandant un accès immédiat aux images. Directement dans le salon, les policiers ont visionné l'enregistrement des 20 dernières minutes. La vérité a éclaté sur l'écran avec une netteté incontestable. La vidéo montrait Inès totalement absorbée par son téléphone, ses bras ballants heurtant violemment le cadre qui volait en éclats. Elle montrait son mensonge instantané et malveillant. Et, fait le plus accablant, elle filmait Béatrice sortant de la cuisine, fixant mon enfant terrifié et renversant délibérément la marmite fumante sur sa tête. Il n'y avait aucun geste accidentel, c'était un acte de violence caractérisé et volontaire. Inès a perdu toutes ses couleurs et a reculé en trébuchant. Béatrice s'est figée, contemplant l'écran avec une horreur absolue alors que ses propres mensonges s'effondraient devant les forces de l'ordre. Le policier n'a pas hésité une seconde. Il s'est retourné, a décroché les menottes de son ceinturon et s'est dirigé droit sur ma mère. Béatrice Valois, vous êtes en état d'arrestation pour violence volontaire sur mineur de moins de 15 ans. Par ascendant et violence avec arme par destination. Veuillez passer vos mains dans le dos. L'acier froid a cliqueté bruyamment autour de ses poignets. Les policiers se sont ensuite tournés vers Inès, l'informant qu'elle était placée en garde à vue pour dénonciation calomnieuse et complicité d'entrave à la justice. Alors qu'on les emmenait à travers la neige, je leur ai tourné le dos pour me rendre directement à l'hôpital. La bataille judiciaire qui a suivi s'est révélée rapide, implacable et solidement ancrée dans la réalité des faits. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a utilisé les images indiscutables de la caméra de sécurité comme pièce maîtresse de l'accusation. Confrontés à cette preuve vidéo incontestable et à des dossiers médicaux accablants, leur défense s'est totalement effondrée à l'audience. Le tribunal n'a montré aucune indulgence face aux actes odieux capturés sur cet enregistrement. Béatrice a été condamnée pour violence volontaire ayant entraîné une mutilation ou infirmité temporaire sur mineur de moins de 15 ans par ascendant et violences aggravées avec arme par destination. En raison de l'extrême vulnérabilité de la victime âgée de 6 ans et du caractère délibéré de l'agression, le juge a prononcé une peine de 5 ans de prison ferme, sans possibilité d'aménagement de peine.
Inès, pour son rôle malveillant dans la fabrication du mensonge visant à accuser une enfant et pour avoir menti aux forces de l'ordre, a été condamnée pour dénonciation calomnieuse et complicité d'entrave à la justice. Elle a écopé d'1 an de prison ferme à purger en maison d'arrêt, assortie d'une obligation de travail d'intérêt général. L'inscription définitive à son casier judiciaire a totalement ruiné la carrière d'Inès dans le marketing de luxe avant même qu'elle n'ait commencé, la rendant inemployable dans son secteur, tandis que la couverture médiatique locale a jeté un opprobre public permanent sur leurs deux noms. Mais au milieu des ruines de leur existence, la nôtre a enfin trouvé une paix véritable. Après des semaines de soins spécialisés au service des grands brûlés, les blessures de Léa ont complètement guéri. Sa jolie peau s'est parfaitement reconstruite sans laisser de cicatrices permanentes, et son rire cristallin est revenu illuminer notre maison. Le jour où nous sommes sortis de ce tribunal est celui où j'ai définitivement clos ce chapitre toxique de mon existence. J'ai totalement rayé Béatrice et Inès de notre vie, coupant le moindre lien subsistant. J'ai compris que mon père avait raison toutes ces années auparavant, ce ne sont pas les liens du sang qui font une famille, mais bien l'amour, la protection et le respect. Debout aux côtés de Julien, en tenant la main de Léa sous le soleil alsacien, je savais que j'étais enfin entourée de ma véritable famille, en sécurité et pleinement libre. En repensant à ce réveillon de Noël enneigé à Strasbourg, je me rends compte que le plus difficile n'a pas été d'assister à la guérison physique de ma fille. C'était la douloureuse prise de conscience que les personnes censées m'aimer le plus étaient précisément celles capables de la pire cruauté. Mais la justice a triomphé. Ma fille Léa est totalement guérie. Son rire résonne de nouveau dans notre foyer, et Julien et moi avons bâti une existence ancrée dans une sécurité sincère, entièrement libérée des ombres toxiques de mon passé. Le karma ne s'est pas contenté de rattraper Béatrice et Inès, il a tracé une ligne de démarcation claire entre ceux qui forment ma véritable famille et celles qui partageaient simplement mon sang. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous, pensez-vous que j'ai bien agi en envoyant ma propre mère derrière les barreaux? Qu'auriez-vous fait à ma place?